Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste, vous invite à l'activité Saveurs du Monde le samedi 14 juin. Madame Annick Armand, ambassadrice de la Fondation Honoré-Mercier, rappelle l'importance des dons et de la transparence dans les organismes de levée de fonds. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois se rend à Saint-Charles-sur-Richelieu, chez Mouton Village, pour une conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée Richelieu-Rouville. Alexandre Michel, organisateur du festival Opelai à Otterburn Park, vient nous expliquer les motivations derrière son projet et vous invite le samedi 12 juillet au parc de la Pointe-Valène. TVR9 se déplace à l'hôtel Rive-Gauche pour la remise des prix Conscientia qui souligne les initiatives d'économie circulaire en Montérégie. Finalement, Andréane Gagnon, porte-parole pour EXO, nous visite pour discuter de l'Assemblée publique le 12 juin prochain. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVA9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La Ville de Beloeil a déposé ses états financiers consolidés pour l'année 2024 et les résultats représentent un surplus de 4,7 millions de dollars par rapport au budget initialement prévu. Le budget de départ fixé à 54 millions de dollars a été dépassé grâce à des revenus plus élevés que prévu, notamment des permis, des droits de mutation, des inscriptions aux activités, des subventions et revenus d'intérêt. Côté dépenses, plusieurs postes comme le déneigement, le pavage, la rémunération et même les frais de dette ont été moindres qu'anticipés. Une ristourne liée au recyclage a également aidé. Le surplus a déjà été réaffecté à divers fonds. 2,5 millions de dollars vont à des réserves financières pour les infrastructures, 500 000 dollars au plan de maintien des infrastructures, 700 000 dollars pour l'achat d'actifs et deux montants de 100 000 dollars sont prévus pour la restauration patrimoniale et le plan climat. On note aussi une provision de 120 000 dollars pour le centre aquatique. La vérification externe menée par la firme Chabot Raymond Grant Thornton confirme la rigueur des finances de la Ville. Une nouvelle candidate fait son entrée dans la course électorale à Beloeil. Hélène Gosselin a annoncé qu'elle briguera les suffrages dans le district 5 du Vieux-Beloeil lors des élections municipales du 2 novembre prochain. Elle portera les couleurs du parti Beloeil, c'est nous. Originaire de la ville, Hélène Gosselin est revenue s'y installer en 1981 après ses études en sciences comptables. Elle a œuvré pendant plusieurs années comme courtière en assurance de dommages. Elle dit appuyer son chef de parti Daniel Picard, qu'elle décrit comme un homme d'expérience, proche des citoyens et doté d'un grand respect pour les employés municipaux. Hélène Gosselin se prononce pour une gouvernance humaine, transparente et tournée vers l'avenir. Elle croit fermement au pouvoir de l'intelligence collective. Elle devient ainsi la deuxième candidate confirmée dans le district. Elle affrontera la conseillère sortante Julie Lavoie, qui se présente pour sa part sous la bannière du parti Osez Beloeil. Dernière nouvelle du côté de Beloeil, qui brille encore sur la scène municipale avec son projet Beloeil en eau vive, qui a remporté 3 prix en mai dernier. D'abord, le 8 mai, Beloeil a reçu le coup de cœur du jury au prix Espace Muni 2025. Un prix spécial créé exceptionnellement pour saluer l'innovation, l'inclusivité et la durabilité du projet. Le jury a qualifié cette initiative de modèle exemplaire en matière d'accès sécuritaire à l'eau. Ce n'est pas tout. Lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec le 20 mai, Beloeil a décroché 2 autres honneurs dans le cadre du mérite Ovation municipale. Elle a d'abord remporté le prix du jury dans sa catégorie pour son impact environnemental positif et son approche durable en matière d'eau potable. Puis, Coup Théâtre Projet s'est aussi vu remettre le prix Coup de cœur des participants par vote populaire. À Mont-Saint-Hilaire, la Ville cherche à alléger la facture de son projet de réaménagement du boulevard Sir Wilfrid Laurier, également connu sous le nom de la 116. Le chantier majeur vise à sécuriser la mobilité active, en particulier pour les piétons et les cyclistes. Il prévoit notamment l'aménagement de pistes cyclables entre les rues Fortier et du Massif. Pour y parvenir, la municipalité a déposé des demandes d'aide financière dans 2 programmes du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce réaménagement de la 116 inclut aussi une réduction de la limite de vitesse à 50 km/h dans la zone urbaine ainsi que l'ajout d'une voie réservée de transport en commun. Les travaux seront en cours et doivent se poursuivre jusqu'en 2026.
Un an après l'annonce par Québec d'un soutien de 106 millions de dollars pour aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique, les producteurs de grains de la Montérégie-Nord attendent toujours des gestes concrets. Dans une lettre ouverte, Alain Gervais, président des producteurs de grains de la Montérégie-Nord, déplore que les fonds promis tardent à être versés, alors même que les aléas climatiques ne prennent pas de pause. Crues printanières plus intenses, sécheresse, chaleur extrême et excès de pluie, les producteurs doivent déjà composer avec des conditions de plus en plus difficiles. Or, sans appui gouvernemental, ils disent ne pas avoir les moyens d'adapter leurs pratiques agricoles sans compromettre la survie de leur entreprise. Dans la région, ce sont environ 1 400 producteurs qui ont généré plus d'1 million de tonnes de grains en 2023-2024, une contribution majeure à l'économie québécoise. Alain Gervais rappelle aussi que les fonds proviennent en partie de la tarification carbone imposée aux agriculteurs et que leurs concurrents américains bénéficient de subventions plus généreuses, ce qui leur donne un avantage compétitif clair. Cet été, les Québécois tourneront le dos aux États-Unis. C'est ce que révèle un sondage mené par CAA Québec sur les intentions de vacances. À peine 4 prévoient visiter nos voisins du Sud, le tiers des voyageurs par rapport à l'an dernier. Le climat politique tendu entre Ottawa et Washington est l'une des raisons invoquées. Près de la moitié des répondants disent en être influencés, une proportion qui grimpe à 61 chez ceux qui choisiront de voyager ailleurs qu'au Canada. Le Québec reste la destination principale. 54 y passeront leurs vacances, dont 39 en explorant la province. Les provinces voisines attirent aussi de plus en plus. 16 des vacanciers resteront au pays, en hausse par rapport à 2024. Les destinations vedettes, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Autre constat, l'inflation pèse lourd. Près de la moitié des répondants affirment qu'elle influence leur plan. Et 43 des gens ayant un renouvellement hypothécaire cette année disent revoir leur projet de voyage. Malgré tout, les Québécois gardent le cap sur les vacances. Le budget moyen familial s'élève à 2 095 $, légèrement plus qu'en 2024. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Marilyn Nadeau est la mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine. On veut parler du festival Saveurs du Monde qui va revenir bientôt. Oui, le 14 juin prochain, au pavillon Desjardins à Saint-Jean-Baptiste, nous avons réuni 7 continents, en fait, pour pouvoir déguster un petit peu Oui, c'est quoi ce festival-là? C'est quoi l'objectif là, de ce festival-là? Bien, en fait, c'est pour inclure notre diversité que nous avons dans notre communauté. Donc, on veut les connaître à travers un bon repas, car c'est la meilleure façon d'échanger. Hein? Donc, on veut les connaître, on veut apprendre sur eux, mais eux aussi, ils ont à apprendre de nous. Donc, nous allons avoir quand même le Maroc, le Sénégal, l'Angola, l'île Maurice, la Guinée, le Mexique, ainsi que le Québec. Imaginez. Donc, vous avez 7 endroits du monde. Oui. La dernière fois, c'était 3. Donc là, on grossit, on élargit le globe. Oui. Pourquoi vous avez décidé de récidiver avec une nouvelle édition cette année pour la 2e de Saveurs du Monde? Bien, en fait, c'est que notre population de personnes issues de l'immigration a plus que doublé à Saint-Jean-Baptiste. Donc, on veut leur démontrer que nous sommes accueillants et on veut les prendre comme ils sont. Donc, on veut connaître leur histoire, on veut apprendre à mieux vivre ensemble. Donc, il n'y a rien de tel que de manger ensemble. Puis, tout est gratuit en plus durant cette journée-là. Les frais vont être partagés avec une Dindon et la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Il va y avoir une mini-conférence de Chantal Ouimini, qui est une citoyenne de Saint-Jean-Baptiste, qui est très engagée dans la communauté. Nous allons avoir aussi Jonathan et ses musiciens qui viennent des îles Maurice, qui vont venir nous faire danser. Donc, ça va être vraiment avec beaucoup d'animations, festif. On invite vraiment toute la population à venir nous visiter le 14 juin. 14 juin, de 11h à 15h. C'est beaucoup, il y a beaucoup de choses au menu pour 4 heures dans la journée. Ça va être assez actif. Oui. Qu'est-ce que ça... Vous avez parlé qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans votre communauté. Ça vient de où, cette idée-là? Je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'on peut prendre des engagements pour... On veut intégrer les gens, puis c'est important, mais je trouve que c'est vraiment une idée concrète. On peut faire des messages puis le parler, mais il n'y a rien, comme vous dites, que
qui est comparable à s'asseoir avec la personne puis avoir cette proximité-là, faire tomber les barrières par partager un repas. Ça vient d'où cette idée-là? Bien, en fait, on voulait vivre une expérience humaine, à la hauteur de Saint-Jean-Baptiste. Donc, concrètement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, on a souvent des plans d'action, on a souvent... Puis, on ne veut pas que ça soit tabletté. Fait qu'il faut le faire en action. Et c'est comme ça qu'avec l'équipe que nous avons, qui est formidable à la municipalité, ont été chercher toutes ces personnes-là, vraiment un à un, pour dire, est-ce que ça te tente de venir cuisiner pour nous? Et donc, ils ont tous dit oui, tu sais, ils ont répondu oui. Puis, on le sait que chaque plat raconte une histoire. Donc, c'est avec leur histoire qu'on va pouvoir composer une nouvelle histoire ensemble. Avez-vous, si on pense à l'édition précédente, avez-vous vu des résultats de ce qui s'était passé, des connexions qui se sont faites? C'est vraiment le fun, Marc-Antoine, que tu l'apportes parce que les plats qui étaient proposés, il y en avait 3 sortes de 3 pays différents. Puis je voyais des citoyens, citoyennes manger comme c'est bon, mais je sais pas c'est quoi. Puis là, ça permettait d'échanger. Puis oui, tu sais, c'est végétarien. Donc, ces échanges-là ont permis qu'après, sur la rue, dans nos commerces, ils ont pu échanger parce qu'ils se reconnaissaient. Puis vraiment, leur engagement là, des personnes issues de l'immigration là, sont même rendus dans nos activités sportives, culturelles. Vraiment, il y a un amalgame qui s'est fait depuis le premier événement. Donc, on va récidiver encore plus grand pour justement permettre encore plus cette inclusion-là. Ils sont nos arbitres au soccer, ils sont vraiment bons. Puis tu sais, vraiment, dans la musique aussi, fait que, tu sais, c'est la musique de l'âme, hein? Fait que ça nous permet justement à les connaître, que ce soit avec les djembés, on va en avoir aussi. On va avoir un petit atelier, donc on va pouvoir célébrer ça. Puis, tu sais, le cœur va être à la fête, c'est sûr. Il y avait aussi une anecdote que il y avait un chariot, Oui! un chariot lors du défilé où il y avait une chance qui était solide parce qu'il y avait beaucoup de danse. Est-ce qu'on va avoir le droit à de la danse aussi cette année? C'est sûr qu'il va y avoir de la danse parce que hein? On n'est pas capable de rester assis là, quand on entend de la bonne musique. C'est fait référence à notre parade de la fête nationale. Il y a 2 ans, on avait fait appel à eux pour qu'ils puissent faire un char allégorique. Et ça a été un des plus appréciés. Il devait être au plus d'une 50aine sur cette voiture allégorique. Puis, ça dansait avec leur musique, même si c'était notre fête nationale, c'était pour leur montrer qu'ils s'identifiaient à nous en même temps, puis de les reconnaître tels qu'ils sont dans leur unicité. Donc, cet échange-là a été vraiment positif. Donc, cette année, à notre parade, qui est évidemment le 24 juin, eux aussi vont avoir leur char allégorique. Donc, on est sûr que ça va permettre encore d'autres échanges. Bien, écoutez, c'est une super belle initiative. Je rappelle aux gens à la maison, le 14 juin, oui. de 11h à 15h, l'événement est gratuit. Oui. C'est également commandité. Vous voulez nommer le commanditaire qui va vous fournir les aliments? Oui, c'est Unidindon de chez nous, avec la municipalité, évidemment. Nous allons se partager les frais pour justement déguster ensemble ces bons repas. Donc, venez rencontrer vos voisins, puis oui, au banquet. Ayez du fun et danser et manger. Merci beaucoup, Mme Nadeau, c'est un plaisir. Merci, moi de même. On retrouve avec nous en ligne Mme Annick Armand, qui est ambassadrice de la Fondation Honoré-Mercier. Bonjour, Mme Armand. Bonjour, M. Harvey. Vous êtes ici pour nous parler de la Fondation. Premièrement, qu'est-ce que ça consiste, cette Fondation-là, et quel territoire est-ce que ça dessert? Bien, en fait, la mission, si on parle de mission, la mission de la Fondation, c'est vraiment l'achat d'équipements médicaux. Puis c'est important parce que l'achat de l'équipement médical va vraiment créer un levier pour les soins de santé de l'hôpital. Je m'explique. Quand on a des spécialistes qui vont venir en entrevue, si on veut, là, décider s'ils vont venir travailler pour l'hôpital ou pas, bien, c'est important pour eux autres de savoir est-ce qu'ils ont de l'équipement à la fine pointe. Parce qu'évidemment, quand on travaille dans notre sphère, bien, on veut travailler avec les meilleurs outils possibles pour être capable de bien servir et bien guérir nos patients. Fait qu'on n'y pense pas souvent à ça, mais c'est pas juste bon pour nos patients, mais c'est également bon pour attirer l'expertise au sein de l'hôpital. Je dirais que c'est vraiment l'achat d'équipements spécialisés.
avec une emphase, je dirais, sur une emphase sur la prévention. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est pas juste un hôpital qui achète de l'équipement pour guérir des patients. Évidemment que c'est une des missions hein, d'un hôpital, mais c'est aussi travailler davantage sur la prévention. Ouais. Mais là, on parle, là, vous parlez de quel territoire est-ce que ça dessert, cet hôpital-là? C'est l'hôpital de Saint-Hyacinthe? Oui, ben en fait, c'est ça parce que ça porte le nom de l'hôpital Fondation Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. On a souvent l'impression que ça ne dessert que la région de Saint-Hyacinthe, mais ça dessert 3 MRC, soit de Actonville, de Vallée-du-Richelieu, allant jusqu'à Saint-Bruno. OK, donc là, c'est une portée assez large. Oui, oui, c'est une portée qui est très large. Vous, Madame Armand, vous êtes avec la Fondation depuis longtemps. À quel moment vous avez commencé votre implication personnellement? Bien, en fait, c'est quand je suis arrivée à Saint-Hyacinthe. Donc, moi, je travaillais plutôt à Montréal. Quand je suis arrivée à Saint-Hyacinthe, à l'époque, mon associée était une femme qui faisait beaucoup, beaucoup de vélo. Et elle m'avait donné une idée. Elle dit, Annick, j'ai le goût de faire du vélo et de lever des fonds pour une cause. Tant qu'à faire du vélo, on est tous bien de lever des fonds. Alors, on avait commencé à faire de la philanthropie à ce moment-là, en 2007. Et ben, ça m'a amené sur le chemin de la Fondation Honoré-Mercier. Puis depuis 2009, pardon, je collabore avec eux et c'est vraiment une très, très belle collaboration. Donc, vous, ça fait plus de 15 ans que vous faites ça. Vous avez été impliqué personnellement. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à lever des fonds pour l'hôpital? Bien, je ne sais pas si vous aimez Noël, vous, mais Comme tout le monde. je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'à Noël, je préfère donner que de recevoir des cadeaux. OK? Puis OK. si ma famille m'entend aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne veux plus en recevoir, là, mais je préfère de loin donner. Je suis excitée par donner, excitée de faire plaisir aux gens. Et il faut aussi avoir été hospitalisé quelquefois pour réaliser qu'il y a un besoin. Il y a un besoin dans les hôpitaux. Et pour moi, c'est un énorme plaisir. Je dois avouer que la fondation de l'hôpital Honoré-Mercier rend ça agréable. Tu sais, c'est sûr qu'on est déjà occupés, on a envie de redonner à notre communauté, mais des fois, la tâche peut être très lourde. Dans ce cas-ci, la Fondation Honoré-Mercier préparent tout pour nous. Ils organisent l'événement et ils nous facilitent la tâche que ce soit de créer des invitations, que ce soit de coordonner les comités. Ils nous rendent tellement la tâche facile que tout ce qui nous reste de notre côté, c'est de faire la sollicitation aux bonnes personnes. Le reste est vraiment pris en charge. Fait que c'est OK. une très, très belle collaboration et ça rend la vie facile pour nous. Qu'est-ce qui distingue la Fondation Honoré-Mercier des autres fondations? Pour une personne qui n'a pas l'habitude de donner souvent, on peut se poser la question, où va mon argent? Oui, ben c'est une très, très bonne question parce que je me souviens, moi, sans nommer de causes, mais des causes qui sont connues pan-canadiennes et même mondiales, on se faisait solliciter quand on était plus jeune. Puis je me souviens de m'avoir souvent posé la question, mais elle va où mon argent? Euh, Qu'est-ce qui est distinctif? C'est une question qui est large, mais je vais prendre le temps de bien y répondre. Plusieurs choses. La première, c'est qu'on sait toujours, la Fondation nous présente chacun des projets pour lesquels on lève des fonds. OK? Deuxièmement, elle organise à chaque année une rencontre annuelle avec ses donateurs pour visiter soit les segments de l'hôpital qui ont reçu les équipements médicaux qu'on a achetés, on reçoit également une présentation des médecins qui bénéficient également de ces équipements-là et on voit de manière tangible où va notre argent. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, j'ai souvent vu dans d'autres fondations des levées de fonds qui sont extraordinaires, des soirées magiques, tout est beau, mais on se rend compte que l'argent, ben, est surtout aller pour le party, on va dire ça comme ça, que d'aller pour la cause. Alors que, tu sais, je vous donne un exemple, on a organisé notre première pôlée. Pôlée, c'est une soirée où une soirée de vin, hein, une soirée de dégustation de vin. La pôlée est originaire de la région de Bourgogne où les Bourguignons viennent annuellement lors du festival de la pôlée présenter leur meilleur ben, bouteille, je vais le dire comme ça, ce n'est pas le bon terme, mais on a fait un événement comme ça
le billet était quand même 2000 du billet, là. Quand Et même, c'est quand même pas rien. Puis là, les gens se disent, sont-ils en train de se payer un gros party, eux autres, c'est là, ça. hein, avec des gros canons, puis bon. Mais la réalité, c'est qu'on a levé 200 000 cette soirée-là, ce qui fait que plus de 88 du billet est allé à la cause. Alors oui, un coût du billet élevé. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas trop de monde. Alors, on a effectivement bonifié le coût du billet, mais plus de 88 est allé à la cause. C'est extraordinaire. Et en moyenne, je vous dirais que le taux de dépense ne dépasse jamais 15. Fait que quand on lève OK. des fonds, ça va vraiment à bonne place. Ben, c'est rassurant d'entendre ça. Tu sais. On pourrait penser des fois que certaines fondations vont attribuer des bons salaires à ses membres, puis qu'une bonne partie de l'argent va être redistribuée dans l'organisation. Mais là, on entend que ça va directement à l'hôpital. Parlant de ça, Aussi, vous, personne. je Allez-y. m'excuse, mais je veux le mentionner parce que souvent aussi les gens ne savent pas ça. Mais les états financiers d'une fondation, c'est public, hein? Et les gens ne savent pas ça. Et alors, donc, on peut aller chercher cette information-là. Fait que quand on se questionne de dire, est-ce que ça a l'air de quoi une année de levée de fonds, puis l'argent va où? On est capable de trouver l'information. Fait qu'on n'a pas besoin de donner dans une situation où l'information est opaque. La beauté de la Fondation Honoré Mercier, c'est qu'ils ne nous laissent pas aller fouiller. Ils nous donnent l'information. Je voulais rajouter ça parce que souvent, les gens ne savent pas ça. Ben, c'est vrai. C'est vrai que les gens doivent faire preuve un peu de curiosité pour aller voir où l'argent va, puis que ça soit transparent. En fait, les gens doivent bénéficier de ça. Pour terminer, là, il y a un nouvel événement qui s'en vient, le tournoi de golf gastronomique. Ce sera le 13 juin. Là, je comprends que tous les billets ont déjà été vendus, c'est ça? Ah oui, c'est toujours bien vendu d'avance. C'est selon moi un des tournois de golf les mieux organisés, les plus dynamiques. On a quand même 400 personnes chaque année. 400 personnes sur 2 départs. Ça se passe au terrain de golf à Saint-Hyacinthe, un très beau terrain de golf. Alors, un départ tôt le matin, un départ en début d'après-midi, suivi d'un souper pour les 400 invités. C'est bien organisé. On a des dégustations sur différents trous, la majorité des trous. Alors, c'est vraiment très dynamique comme événement. On y lève des belles sommes. On frise des 350 à 400 000 d'année en année. Alors, encore une fois, c'est de la vraie argent qui va à la bonne place ou à des vraies causes. Dernier point que je voulais aborder avec vous, vous avez une expérience, vous, en gestion de patrimoine. Je trouvais ça super intéressant comme idée. C'est que souvent, les fondations vont ramasser de l'argent et puis ils vont, exemple, tout dépenser sur un projet ou un autre projet. Vous avez plutôt l'idée que c'est bénéfique d'investir cet argent-là puis de récolter les fruits au fil du temps. Bien, absolument. On va le comparer simplement. Si, bon, on gagne tous un salaire, OK? Si on n'économise pas et qu'on dépense tout notre salaire parce qu'on s'est acheté une auto, une maison, il faut couvrir nos dépenses, puis on dépense chaque dollar de notre salaire. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on arrive à la retraite et on n'est pas capable de financer notre retraite? Mais c'est un peu la même idée avec une fondation. Alors, certaines personnes vont dire qu'une fondation devrait dépenser chaque dollar qu'elle reçoit pour de l'équipement et autres. Mais ce que je trouve intéressant avec la Fondation, c'est qu'il crée un certain équilibre, puis ça, c'est très puissant. Parce que ça veut dire que dans le temps, on continue de lever des fonds, mais en plus, l'usufruit, donc on va dire en bon québécois, les petits qui sont générés par le capital qui a été levé, ben, ça nous permet, avec le temps, ça fait de plus en plus petit, plus on continue à lever des fonds. Fait que là, on grossit le pouvoir et les capacités d'acheter de plus en plus d'équipements et de travailler sur une des missions qui est la prévention également. Donc, j'invite tout le monde à aller sur votre site Internet, lafondationhonorémercier.com, pour avoir plus de détails, suivre les événements qui vont être annoncés dans le futur. Madame Armand, je rappelle, vous êtes ambassadrice pour la Fondation. Merci beaucoup de faire ce que vous faites. Je suis certain que vous contribuez grandement là, à la santé de plusieurs personnes, puis à l'essor là, de l'hôpital dans la région. Merci à vous, M. Harvey, et bonne journée. Merci à vous aussi. On se trouve aujourd'hui à Mouton-Village, à Saint-Charles-sur-Richelieu,
tout d'abord, quel est votre titre et qu'est-ce qui vous a amené ici? Alors, Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de la Banque de développement du Canada, ce qu'on appelle BDC. La Banque de développement du Canada est la seule institution financière au Canada exclusivement dédiée aux PME. Donc, on prête et on investit de l'argent uniquement au sein des PME. On sert aujourd'hui 100 000 clients à travers le pays, avec le marché québécois qui est un des marchés les plus importants pour la BDC. Ce qui m'a amené ici, c'est bien sûr l'invitation de la présidente de la Chambre de commerce, Julie, mais parce que c'est une région qui est florissante, c'est une région qui est extrêmement dynamique. Et je suis sur le territoire canadien depuis janvier, depuis que la crise tarifaire nous a frappés, pour aller à la rencontre des entrepreneurs, être à l'écoute des entrepreneurs, mais surtout pour éviter que les entrepreneurs restent sur place avec cette anxiété que la guerre tarifaire a pu créer au début de l'année. Donc, c'est vraiment votre enjeu principal cette année avec tout ce qui se déroule dans l'économie, mais il y a eu aussi une période d'inflation. Qu'est-ce que ça a amené aux petites PME suivant cette période d'inflation-là? C'est sûr qu'on a eu la pandémie qui a créé l'inflation. Ça a été un choc terrible, mais planétaire. La pandémie, c'est un choc planétaire qui était équitable sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a vécu la même chose en même temps. Pour les entreprises, c'était un choc. Certaines entreprises n'ont pas pu survivre. D'autres se sont réinventées pour survivre. Et beaucoup ont connu des fortes périodes de croissance durant la pandémie ou après. Et je me dis que ce que nous avons appris durant la pandémie nous sert maintenant à vivre la crise. Il y a eu l'inflation. Là, on s'enlignait pour une période économique très réjouissante. Et voilà qu'en janvier nous frappe cette guerre tarifaire. Comparativement à la pandémie, la guerre tarifaire, elle est seulement sur le Canada, ou du moins grandement. Alors, c'est pas équitable pour tout le monde. Et c'est pas équitable pour toutes les entreprises au sein du Canada. Il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Et moi, le message que je lance aux entrepreneurs, cette incertitude devrait nous amener à avoir des opportunités versus rester figé. Oui, parce que même dans la vallée du Richelieu, ici, on a été témoin de belles initiatives d'achat local, de se procurer des matériaux localement aussi. Donc, il y a une belle vague. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui ont un petit peu moins d'initiatives ou qui ont moins la capacité de se développer autrement? Réinventer ce que croissance veut dire pour votre entreprise, peu importe la taille, premièrement. Deuxièmement, comme citoyens, citoyennes, achetons local. Nous, on a fait le calcul à la BDC. Si à chaque semaine, on choisit 5 produits canadiens versus non canadiens dans notre panier d'épicerie, si tous les Canadiens relevaient le défi, ce sont 60 000 emplois au Canada qu'on pourrait créer. Comme entrepreneur, choisissez des fournisseurs canadiens, des biens canadiens, des services canadiens. Et je reviens, réinventer votre croissance. C'est vrai que c'est un choc thermique très important, mais il n'y a rien qui est insurmontable. Il faut redéfinir la croissance et faites appel à BDC si vous avez besoin d'aide pour réfléchir ou si vous avez besoin de financement. Parce que vous offrez un service d'accompagnement, puis j'imagine que sur votre site Internet, c'est assez complet l'information. Tout est là, ce qu'on peut vous offrir, mais beaucoup d'informations gratuites. Comme par exemple, si vous voulez calculer et comparer votre productivité comme entreprise, vous pouvez le faire gratuitement. Alors, il y a une batterie d'informations qui sont là disponibles pour vous, pour les entrepreneurs, ou même pour les entrepreneurs en devenir, parce qu'on a besoin de mousser la carrière d'entrepreneurship au Québec et au Canada. Parce que la jeunesse est là, donc on a le potentiel de développer aussi à ce niveau-là. En terminant, j'aimerais savoir un peu, pour la BDC, à long terme ou les prochains temps, c'est quoi que vous envisagez de plus important pour l'économie? On veut, continuer d'être au rendez-vous des grands rêves, des petits rêves de nos clients et de nos futurs clients. On veut absolument convaincre un plus grand nombre d'entrepreneurs à passer à la question de la productivité, de quelque taille que l'entreprise soit.
Et troisièmement, d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos processus d'affaires, encore une fois, peu importe la taille d'entreprise. Je pense que si on s'attaque à la productivité, l'intégration de l'intelligence artificielle et qu'on redéfinit notre croissance, mais comme d'habitude, on va filer très vite et on va garder notre compétitivité. Ce sont 3 outils précieux. Merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On est présentement avec Mme Proulx. Tout d'abord, quelle est votre implication ici aujourd'hui pour le dîner de conférence organisé par la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu-Rouville? Alors, j'ai eu le plaisir de participer au panel aujourd'hui, le panel organisé par la Chambre de commerce. Donc, à la Fédération des chambres de commerce du Québec, on représente les entreprises partout à travers le Québec. On est la voix des entreprises et pour nous, c'était important d'être ici ce midi pour pouvoir échanger avec les autres panélistes. En tant que présidente, directrice générale, quelle a été votre façon de répondre à la hausse des tarifs de nos jours et de quelle façon vous avez pu rejoindre les autres chambres de commerce pour faire un peu une unisson tout le monde ensemble? Bien, dans le contexte de cette crise-là, qui est une crise sans précédent, pour moi, pour nous à la Fédération, c'est important, dans un premier temps, de parler avec nos membres. Donc, de parler avec les chambres de commerce en région, partout à travers le Québec, de parler avec les entreprises pour comprendre comment la guerre tarifaire les impactait concrètement. Et à partir de là, on est capable de les représenter, de parler avec le gouvernement fédéral, provincial, de parler avec les médias pour s'assurer que les besoins, les enjeux des entreprises soient bien compris et que l'on puisse proposer des solutions. Et d'ailleurs, cet hiver, on a proposé un plan d'action avec 10 mesures concrètes pour que les gouvernements puissent mieux aider les entreprises à passer au travers de cette crise-là. Et où on peut trouver ces 10 mesures-là? C'est un peu la ligne directrice en ce moment? Alors, les mesures sont sur le plan d'action est sur le site de la Fédération, donc fccq.ca. Ce sont 10 mesures qui visent à permettre aux entreprises de soumissionner sur des contrats publics. On parle des travailleurs étrangers temporaires parce que la rareté de main-d'œuvre, encore aujourd'hui, c'est un enjeu important. Donc, les mesures qu'on propose, c'est pas toujours de demander de l'argent au gouvernement, mais c'est de voir comment les gouvernements peuvent aider nos entreprises à naviguer, comment ils peuvent leur donner plus d'air pour qu'elles puissent jouer leur rôle au niveau du développement économique régional. On parle des entreprises établies, mais il y a aussi les futures entreprises, ceux qui sont en devenir ou très prochainement qui vont se développer. Vous pouvez aussi les accompagner? Absolument. Alors, la Fédération, on représente vraiment l'ensemble des entreprises, peu importe leur secteur d'activité, leur taille ou leur région. On est vraiment là pour accompagner les entreprises avec le réseau des chambres notamment. Donc, ça se veut vraiment un très grand réseau pour soutenir l'économie québécoise. Et on le sait, l'économie régionale est importante. Donc, ça nous prend des joueurs locaux. On travaille de près avec les chambres de commerce pour s'assurer encore une fois, d'accompagner les entreprises, qu'il s'agisse de la création d'entreprises, d'avoir accès à des différents programmes, des mesures d'aide, les entreprises qui veulent développer des nouveaux marchés, qui veulent exporter. Donc, les chambres de commerce et son réseau, on est vraiment là pour accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs besoins. Donc, la CCI-VAR a organisé le dîner-conférence aujourd'hui devant des dizaines d'entrepreneurs. Quelle a été la réponse de ceux-ci en tant que panélistes aujourd'hui? Bien, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les défis de la région sont les mêmes que ceux qu'on retrouve partout à travers le Québec. Lorsqu'on parle de la guerre tarifaire, l'incertitude, ça préoccupe beaucoup les dirigeants, ça préoccupe beaucoup les entrepreneurs. C'est pas une situation qui est très facile, hein? Fait que je pense que pour eux, c'est intéressant aussi de venir ici, de pouvoir entendre, échanger avec les panélistes pour voir quelles sont les solutions, les pistes de solutions. Il y avait l'économiste en chef, Pierre Clairoux de la BDC qui était là, qui donne une perspective. Donc, ces éléments d'information-là, bien, ça les aide à prendre des décisions, à prendre des meilleures décisions. En terminant, est-ce que vous avez un conseil en tant que présidente directrice générale, en ayant un survol de la situation, un conseil plus précis pour les entrepreneurs? Bien, en fait, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis notre relation avec les États-Unis. Il ne faut pas redevenir confortable. Il faut oser faire les choses différemment. Donc, penser à développer nos marchés d'exportation, développer nos fournisseurs, regarder quelles autres possibilités existent. La productivité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, ce sont les conseils que je donnerais aux gens qui nous écoutent. Et merci, Mme Proulx, pour cette entrevue. Merci à vous. Monsieur Clairoux, vous êtes de la Banque du Canada, du Développement du Canada. Tout d'abord, quel est votre titre et votre rôle? Je suis économiste en chef de la BDC et donc je suis responsable d'une équipe qui fait des prévisions économiques pour la banque et aussi pour les clients de la banque. Et vous êtes ici à Mouton-Village aujourd'hui, à Saint-Charles-sur-Richelieu, parce que vous étiez panéliste pour un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu-Rouville. C'est eux qui vous ont transmis l'invitation? Oui, c'est ça. J'ai fait une présentation sur l'économie du Canada, du Québec également.
et expliquer un petit peu le contexte des tarifs présentement. C'est quoi l'impact des tarifs sur l'économie? En tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux entrepreneurs aujourd'hui? Bien, en fait, la situation s'améliore. Donc, on a pensé, les tarifs ont un impact évidemment sur l'économie, mais je pense que le pire est derrière nous et je pense que les prochains mois vont s'améliorer. Ce qui améliore la situation, c'est la baisse des taux d'intérêt qui fait en sorte que c'est plus facile pour les consommateurs, les entreprises d'emprunter. On n'est pas à l'abri d'une récession quand même. Quelles sont vos projections un peu à l'avenir? C'est seulement des projections, mais selon vous, est-ce qu'on est quand même à risque d'une récession comme on a vécu les dernières années? Il y a eu l'inflation, il y a eu des récessions, c'était assez fluctuant. Il y a un risque de récession à cause des tarifs, à cause de l'incertitude causée par les tarifs, mais on ne pense pas qu'on va aller en récession. Je pense que l'économie, tant du Québec que du Canada, va connaître une croissance. Croissance plus faible à cause de l'incertitude reliée aux tarifs, mais ceci dit, il y aura quand même une croissance économique cette année. Et pour les petites entreprises, vous avez des outils en ligne que vous offrez. Comment vous les développez, ces outils-là? Parce que vous devez être à l'affût de toutes les variations actuellement. Oui, on fait beaucoup de recherches pour essayer de mieux comprendre la situation des PME, de voir leurs besoins et de les aider à prendre des meilleures décisions. Donc, on fait des études sur la productivité, l'efficacité des entreprises, sur comment améliorer ses ventes, comment réduire ses coûts. Donc, j'invite les gens à aller sur notre site Internet à bdc.ca parce qu'il y a vraiment une mine d'informations pour aider les entrepreneurs à gérer leur entreprise. Bien, merci beaucoup, M. Cléroux, pour cette entrevue. C'est très apprécié. Merci. De retour en studio avec Alexandre Michel qui organise un événement à Otterburn Park, un nouveau festival cet été. Bonjour, Monsieur Michel. Salut, ça va bien? On peut se tutoyer, je peux t'appeler Alex? Bien sûr, bien sûr. OK. Le festival dont vous venez de parler, c'est Opelai. Qu'est-ce que c'est ce festival-là? Opelai, c'est un nouveau festival. Dans le fond, on a vu ce qui s'est passé à Belleuil avec le festival qui est mort. Nous, on s'est dit, pourquoi pas ramener un festival d'envergure avec 5 DJ, food truck, bar, dépanneur, toute la grosse affaire à Otterburn, notre ville, dont on est citoyen depuis plus de 8 ans. OK. C'est déjà la date, c'est le 12 juillet prochain, au parc Pointe-Valène. De quelle heure? Ça va être à quelle heure, ce festival-là? Ça commence à 13h30 jusqu'à 22h pour accommoder les citoyens alentours, parce que la musique va être forte le soir, l'après-midi, elle va être moins forte pour que les enfants et les parents puissent se parler, parce qu'on a un volet familial là, avec jeux gonflables, des jeux aussi sur place, un Jenga géant, le lancer de la hache en plastique. Ça va rassembler la famille, puis on veut qu'ils puissent se parler, communiquer ensemble. OK. Ça vient de où, cette idée-là? Pourquoi c'est la première année que vous faites ça, puis ça part de où? Écoute, en toute franchise, ça a parti autour d'un feu. On était cocktail un peu, puis on s'est dit, écoute, à Otterburn, c'est très tranquille. OK. Puis on voulait une activité pour faire sortir les parents, jeunes adultes de la région, comme nous. En fait, on a 2 jeunes enfants chacun. Puis une fois de temps en temps, c'est toujours bien là, de sortir de la maison, voir autre chose. Reconnecter avec le couple, puis juste communiquer ou rire, pleurer peut-être dans un festival comme ça. Donc, on a eu l'idée comme ça, une idée, un coup de tête dans le fond qu'on a jasé il y a 3 ans. Puis là, on a un peu plus de temps en 2025 pour lancer cette idée-là finalement. Et pourquoi vous pensez que c'est important, justement, vous l'avez abordé un peu, là, on peut avoir besoin de s'évader quand on est des jeunes parents ou quoi? Oui, dans le fond, là, pour les jeunes parents qui nous écoutent à la maison, en fait, là, c'est très demandant d'avoir des jeunes enfants. On entend papa, maman 50 000 fois par jour. La patience, des fois, elle a une mince limite. Donc, tu sais, une fois de temps en temps, sortir, faire garder les enfants par papi-mamie, ça fait du bien à tout le monde. Puis en même temps, comme je disais tantôt, ça fait reconnecter le couple. Puis c'est une sortie qui est à proximité. Donc, personne ne va s'engueuler dans l'auto en faisant 2 heures de trafic. C'est à 5-10 minutes gros max des villes avoisinantes, donc c'est pas mal. Est-ce que c'est une solution abordable pour un peu se changer les idées dans la région? Oui, mais pour être totalement honnête, là, je suis déjà allé au Beach Club, ça frôle le 120, 150, dépendamment de l'événement. C'est à 2h30 d'ici, là, aller-retour. Donc, à 25 $ en pré-vente, je pense que c'est une très belle alternative pour 9 heures de divertissement. Puis après ça, le prix régulier tombe à 35. Donc, je pense que c'est un bon compromis si on se compare aux autres événements qui se passent dans le coin, que ce soit show d'humour ou des petits spectacles là, à Otterburn. Je pense qu'on est dans le bon range de prix. Là, c'est la première année que vous faites ça. Est-ce que vous pouvez vous attendre à quelque chose? C'est quoi vos attentes par rapport au spectacle? Moi, mon partenaire Gabriel ou Gab, pour les intimes, on travaille très fort depuis mars là-dessus. On a cédulé une scène quand même semi-professionnelle avec grosse lumière, laser, gros son, peut-être même des écrans LED de chaque bord pour en faire vivre de toutes les couleurs à nos festivaliers. Donc, c'est ça, on travaille très fort là-dessus. On a booké 5 DJ
aussi avec notre partenaire. Puis, peux-tu me répéter la question? En fait, je voulais savoir, là, tu sais, quand on commence un projet comme ça peut être stressant pour un entrepreneur. Quand c'est une première année, je me demandais si on pouvait se fixer des attentes. Tu sais, vous, là, est-ce que vous avez un nombre de festivaliers que vous voulez atteindre? Est-ce que vous avez certains revenus que vous voulez atteindre? Oui, je comprends exactement. La Ville, nous ont mis une limite de 500 personnes, puis on espère vraiment remplir ces 500 personnes-là avec la participation vraiment active des citoyens, dans le fond, parce que, veut pas, ça va dépendre d'eux si on revient l'année prochaine. Donc, le plus vite que les gens achètent leurs billets, le mieux c'est, le moins stressé nous, on va être, parce qu'on parlait tantôt en arrière-scène, c'est un projet d'au-dessus de 20 000 donc le stress financier est énorme. Donc, on veut vraiment au moins avoir 400 à 500 personnes puis que ça achète le plus vite possible. Puis, on donne un appel aux gens d'embarquer dans le projet le plus rapidement possible parce que c'est vous qui devez débourser ces montants-là d'avance pour réserver tout ça. Donc, vous comptez sur les revenus qui vont arriver plus tard pour pouvoir faire les frais. Exactement. Donc, on invite les gens à aller sur le ofest.ca immédiatement. Il y a un beau bouton billet en jaune, orange à peu près, qui va les mener à la plateforme Zephy. Acheter leur billet dès aujourd'hui en pré-vente avec le code TVR9. Lorsque vous avez pensé à cette idée-là, est-ce que vous aviez déjà des commanditaires ou comment ça fonctionne de ce côté-là? Honnêtement, on est parti de zéro. Ça fait une semaine qu'on a lancé l'événement en soft launch. On a déjà vendu une quarantaine de billets. On a déjà à peu près 3-4 commanditaires qui nous ont donné 1 000 chacun. Donc, on est quand même super contents de ça. On attend des nouvelles du député Simon Jolin-Barrette, Desjardins et compagnie. Et on continue notre voyage autour de la région pour aller voir des commandites en personne aussi pour les convaincre d'embarquer dans ce projet. Là, vous offrez là, une soirée ou une après-midi musique à Ottoburn Park. Est-ce que vous avez dû rassurer la ville que vous alliez être capable de bien gérer l'événement? Oh oui. Parce qu'on sait quand c'est le fun, des fois, ça devient... Des fois, la ligne est mince avec la sécurité. Oui, ça a été un gros enjeu pour la ville, mais c'est ça, on a mis le paquet pour planifier une équipe de sécurité, premiers soins, pour que si jamais il arrive quelque chose, tout soit réglé, en plus de tous les bénévoles, nos amis qui vont être sur place pour nous aider là-dedans. Donc, on a mis le paquet là-dessus pour être sûr. On a même un service de raccompagnement qui est en priorité pour les gens qui auraient peut-être trop consommé, un coup de chaleur, peu importe. Donc, je dirais qu'on est, en bon français, on est padé de A à Z à ce niveau-là. Bien, j'imagine que c'est important aussi parce qu'il faut obtenir des autorisations, des permis. Exactement. On a besoin d'un permis d'alcool pour l'instant. Donc, c'est pas mal le seul permis, je t'avoue. Tu m'as bien eu, mais c'est le seul permis qu'on a besoin en ce moment, c'est le permis d'alcool. Le reste, ça va être moi et mon partenaire qu'on doit aller acheter les différents trucs. Sinon, on a un fournisseur aussi de bière au quai du Brasseur là, qui est à Bécancour, si je ne me trompe pas, qui va nous fournir une partie des boissons alcoolisées, prêtes à boire et non alcoolisées aussi pour les gens qui ne consomment pas d'alcool. Alex, c'est vraiment cool comme projet. Je vous souhaite d'avoir du succès là-dedans. C'est super d'offrir aux gens de la région une alternative moins chère et plus locale à se divertir. Tu sais, vous avez parlé des jeunes familles qui avaient besoin d'avoir de l'air un peu. Je rappelle le site web ofest.ca. On invite les gens à aller acheter des billets le plus rapidement possible, puis à se présenter cette journée-là. Puis on va vous souhaiter du beau temps. Puis merci d'avoir fait ça pour la communauté. Merci à toi encore. Madame Adrienne Paris, vous êtes du CRE Montérégie pour une belle organisation ce soir, un événement, le prix Consensia. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le CRE Montérégie? Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, c'est un organisme qui est là depuis 1989, qui est voué à la protection de l'environnement, à la concertation en environnement, puis au développement durable de notre région. Donc, c'est vraiment un organisme pilier là, pour amener tous les décideurs à prendre de meilleures décisions en matière d'environnement. Oui, parce que vous couvrez 3 volets complètement, je crois. Oui, dans le fond, on est très transversal. Donc, on touche à tout ce qui est environnement, autant la biodiversité, l'aménagement du territoire, changement climatique, que l'économie circulaire, gestion de nos déchets. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des aspects environnementaux. Puis c'est vraiment notre grande force d'être des généralistes pour pouvoir faire des liens entre tout ce qui se passe aussi sur le territoire. Et donc, la semaine la montérégienne de l'économie circulaire a eu lieu. Et dans ce cadre-là, vous avez remis le prix Consensia dans la liste. Ça faisait quelques années qu'il avait été mis sur pause.
Exactement. En fait, la dernière édition remonte à 2019, mais c'est un prix qui est là depuis 2003. Donc, on s'est vraiment dit au Conseil régional qu'il fallait prendre le temps de souligner nos bonnes initiatives aussi dans la région. On voit les choses qui se font. Des fois, on a des messages un peu décourageants d'environnement aussi. Donc, on voulait vraiment récompenser le travail qui se fait parce qu'on sait que ça en fait du beau travail dans la région. Et là, cette année, on s'est dit, avant, on avait les prix Conscientia touchaient l'ensemble des thématiques. Mais là, cette année, on s'est dit, oh non, il faut avoir un prix en lien avec notre semaine montérégienne d'économie circulaire. Donc, on a fait un prix Conscientia circulaire cette année. Et quelle a été la réponse des citoyens et des entreprises? En fait, on a eu vraiment beaucoup de candidatures. Notre jury a travaillé très fort à tout départager ça. C'était des beaux dossiers. On a eu plus de 27 candidatures sur le dépôt. On a des prix autant pour les entreprises, les petites entreprises, une entreprise en démarrage, les grandes entreprises, les OBNL, mais aussi les municipalités et MRC. Et en plus, aujourd'hui, tout le public qui a participé à la Semaine montérégienne d'économie circulaire avait l'occasion de voter pour son prix coup de cœur, donc son initiative coup de cœur. Donc, on va avoir la dévoilement ce soir. Et en terminant, est-ce qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine? En fait, là, on réfléchit à avoir d'autres éditions thématiques parce que, comme je disais d'entrevue, c'est qu'on touche à l'ensemble des sphères, autant en biodiversité, en aménagement, en mobilité. Donc là, mon équipe est toute en effervescence pour voir quelle autre thématique on va proposer l'année prochaine. Alors, je rappelle, Mme Andréane Paris, vous êtes la directrice générale du CRE Montérégie. Merci pour cette entrevue. Merci à vous, au plaisir. Un prix qu'on veut innovant, qu'on veut qu'il y ait de l'impact, puis on veut qu'il y ait des différentes lunettes pour analyser ce prix-là, parce qu'il y a beaucoup de sphères d'analyse aussi lorsqu'on remet des prix. Donc, j'ai la chance d'avoir avec nous dans le jury Mme Josée Plamondon. Vous l'avez rencontrée aujourd'hui, mais puisque plusieurs nouveaux arrivés, je te représente. Josée évolue dans le développement économique depuis plus de 20 ans. Elle a pris la direction de Montérégie économique à l'automne 2020. Elle assure la mise en œuvre en action de la planification stratégique de développement économique et de la main-d'œuvre, ainsi que le déploiement de l'espace régional d'accélération et croissance de la Montérégie. Merci, Josée. On a avec nous aussi Mélodie Georget, qui est chargée de projet et de mobilisation des communautés du... ils m'ont mis l'acronyme, donc le pôle en entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Merci. Depuis 2021. Avec son équipe, elle accompagne des projets d'entrepreneuriat collectif en Montérégie. On a aussi la chance d'avoir avec nous la mairesse d'Otterburn Park, Mélanie Villeneuve, qui est horticultrice de formation. Elle travaille sur des projets novateurs de mobilité active, de protection des milieux naturels et de verdissement. Mélanie a participé à la mise sur pied du caucus écologiste municipal du Québec et est membre du CA du Climate Caucus canadien. Ah, là, vous m'avez mis de l'anglais. Marc-Olivier, qui est un réel ambassadeur de la chimie de l'environnement, de la gestion des matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire au Centre universitaire de formation d'environnement et développement durable du CUF. Il a encadré près de 160 candidats à la maîtrise et en environnement. Et sa plus belle ligne sur le CV aussi, c'est qu'il est administrateur du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie depuis 1991. Et je souligne que le CRE est là depuis 1989. Donc, merci, Marc. Et comme dernier membre du jury, on a Jean-Jacques Drieux, qui est expert en pratique éco-responsable au développement économique de l'agglomération de Longueuil. Son mandat est d'orienter et d'accompagner les entreprises de la Montérégie vers une croissance durable par l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Il est également depuis très impliqué dans les collaborations avec l'ensemble des animateurs et les symbioses de la Montérégie. Ne pouvant pas être présent, Jean-Jacques est présenté ici par Jessie, qui est aussi accompagnateur du développement économique chez l'agglomération de Longueuil. Merci, Jessie, d'être avec nous ce soir. On reçoit maintenant en studio Andréane Gagnon, qui est porte-parole d'Exo. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler d'une séance qu'on invite les gens pour Exo. Vous allez expliquer, dans le fond, donner la chance aux gens pour vous donner leurs commentaires. Ça va être quand, cette séance-là?
C'est le 12 juin, donc la séance publique du conseil d'administration d'Exo. Ça se tient en fait au centre-ville de Montréal. Donc, on a décidé de donner rendez-vous justement à nos usagers sur l'île de Montréal. On s'est dit qu'on pouvait peut-être attraper quelques travailleurs là, sur l'heure du lunch. Okay. Ça a lieu en présentiel, mais j'aimerais aussi préciser que ça a également lieu en web diffusion. Donc, où que vous soyez, là, vous pourrez vous connecter le jour même. Je vais donner l'adresse. Donc, c'est le 1001 boulevard Robert Bourassa. Vous l'avez dit sur l'heure du dîner. À qui ça s'adresse, cette séance-là d'information? C'est une séance, en fait, qui est dédiée à nos usagers. Je tiens à préciser qu'elle a lieu en juin. Donc, celle-ci est particulière. C'est la séance de notre conseil d'administration prévue par la loi. On en tient toujours 3 dans l'année. Donc, une à l'automne, une au printemps, une à l'été. On essaie d'alterner habituellement entre la couronne nord et la couronne sud parce qu'on opère sur ce secteur-là. Mais là, on se retrouve à Montréal et l'idée, en fait, c'est vraiment d'inviter nos usagers, les citoyens, à venir à la rencontre du conseil d'administration pour poser leurs questions. Donc, c'est vraiment ça qui nous intéresse dans ce cas-ci. Pour rappeler aux gens à la maison, Exo, c'est le service de transport en commun, c'est ça? Oui, exactement. Donc, 2e plus grande société de transport au Québec. Donc, on opère le service de train de banlieue. On a également des autobus, le transport adapté. Puis, on offre aussi du transport à la demande, là, notamment Belleuil-McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park. Donc, c'est une société d'État. C'est pour ça que vous devez faire des séances publiques. Vous avez parlé qu'il va y avoir des membres du conseil d'administration qui vont être présents. Donc, ça va être l'occasion pour les gens de poser des vraies questions un peu, là. T'sais, quel genre de questions on peut s'attendre à recevoir dans une assemblée comme ça? Tout à fait, oui. En effet, là, je tiens à préciser, on a un organisme public, là, comme vous le mentionniez. On reçoit toutes sortes de questions et toutes les questions sont les bienvenues. Donc, que ce soit des préoccupations, que ce soit des questions sur le service, des fois des éléments très techniques. Je tiens à préciser qu'on a des experts qui vont être sur place pour chacun de nos services. Donc, si vous pouvez être sur place, on a même des kiosques, là, autant pour le train, l'autobus, le transport adapté. Donc, vous pouvez venir poser vos questions très précises. On a vraiment toutes sortes de questions. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être en dialogue avec les gens qu'on dessert. C'est important d'avoir le pouls, de savoir en fait ce qui est apprécié, les choses qui sont aussi à améliorer. Donc, nos équipes sont là vraiment pour écouter, mais aussi pour répondre aux préoccupations. Puis, je tiens à préciser qu'il y a 3 façons de poser vos questions. À l'avance sur notre site, si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour même. On répond aussi aux questions en présentiel, puis il va y avoir un fil de discussion en ligne où on va prendre l'ensemble des questions. On va prioriser les questions sur place, mais sachez que tout le monde va recevoir une réponse à sa question. Donc, que vous l'ayez posée en avance, en ligne, on s'engage à faire un retour officiel à tout le monde qui a une question. C'est un service de proximité, le transport en commun, ça touche les gens de près dans leur quotidien. Est-ce que vous avez des exemples où là, vous avez reçu des questions ou des commentaires puis vous avez fait un changement dans votre structure ou vos services? C'est sûr qu'en effet, le transport en commun, ça fait partie de la vie des gens. Pour avoir un service qui plaît, donc ça prend nécessairement parfois la fréquence, pas parfois, mais la fréquence, la ponctualité. Parfois, il y a des questions sur certaines lignes, des gens qui vont, par exemple, utiliser un service et vont se demander pourquoi il y a des modifications qui sont faites au niveau de la planification. C'est important de savoir que nous, on a une équipe à la planification qui analyse les besoins là, au cours de l'année. Les besoins, l'achalandage est différent, comme je le mentionnais, là, parfois l'hiver ou l'été. L'été, on voit toujours une certaine baisse, donc on essaie d'ajuster notre service pour offrir du service à d'autres endroits. Donc, en effet, il est arrivé très certainement là, que les détails offerts par les usagers soient pris en compte. L'idée, c'est vraiment de prendre ça, de l'analyser, puis de voir aussi ce qui est possible de faire là, avec les contraintes aussi qu'on peut avoir en transport collectif. Parce que de plus en plus, on peut se rendre compte que le transport en commun va être nécessaire. De plus en plus qu'il y a une densification de la population. Là, vous avez des données, mais dans une région comme la vallée du Richelieu, où c'est un peu plus éloigné de Montréal, c'est quoi les défis? Oui, c'est sûr qu'il y a toujours... nous, on dessert quand même, comme je l'ai mentionné, la couronne nord et la couronne sud. Donc, c'est quand même un territoire qui est vaste. Donc, il y a la distance, là, parfois, qui va être un défi. On peut aussi parfois créer des dessertes, mais selon l'achalandage. Donc, ça aussi, ça peut être un certain défi. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place des innovations. Je pense entre autres au transport à la demande. Donc, il y a certains moments, peut-être dans la journée, où la fréquentation ou l'achalandage est moins élevé, ou parfois certains usagers qui veulent avoir un transport plus flexible que des
des horaires fixes. Donc, on a mis en place le transport à la demande qui est un service plus personnalisé et flexible qui est apprécié, où on voit aussi une grosse progression au niveau de l'achalandage. Donc, il y a des arrêts virtuels, puis on peut commander notre transport. Donc, l'autobus va, par exemple, dévier légèrement de son trajet pour venir vous récupérer à un arrêt spécifique. Si on a remarqué qu'il y a des gens qui n'utilisaient pas nécessairement le transport collectif avant, puis que là, ils ont un intérêt plus grand à aller vers ce type de solution-là parce que c'est plus personnalisé, plus flexible. Ouais. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est en ligne avec une application? Exactement. Donc, vous pouvez aller sur notre site, le site web d'Exo. Si vous tapez « Transport à la demande », il y a vraiment toute la procédure là, pour l'application, là, pour faire votre commande en ligne de transport. Est-ce que c'est un enjeu aussi de s'adapter à différentes clientèles? Je pense, un jeune peut avoir plus de facilité à aller faire comme ça une demande de transport à la demande, comparativement à une personne plus âgée. Comment vous faites la part des choses? Tout à fait. C'est sûr que nos clientèles ont des besoins différents. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, dans nos séances, on essaie de varier, aller à la rencontre de ces clientèles-là. Plus tôt cette année, on était dans un cégep pour notre séance publique, justement pour aller à la rencontre des jeunes. L'automne passé, on était à Mont-Saint-Hilaire, près d'une résidence de personnes âgées, parce qu'on sait très bien que leurs besoins sont différents. Par exemple, un jeune va avoir peut-être plus de facilité à utiliser des innovations comme le transport à la demande. Du côté des aînés, parfois, ça prend peut-être de l'accompagnement, aussi leur partager aussi les services qu'on a, par exemple de transport adapté, qui peuvent être très bien pour eux. Donc, les séances publiques ou les rencontres publiques sont pour nous des opportunités d'aller à la rencontre de ces gens-là, pouvoir parler des services qu'on a. Parce que vous êtes une organisation assez jeune. Exo, ça n'a que 8 ans. C'est assez jeune pour une organisation publique. Vous êtes encore en mode apprentissage. Donc, est-ce que vous voulez rappeler ça aux gens, que vous êtes à l'écoute parce que vous commencez un peu là, à... En effet, en fait, on a soufflé notre 8e anniversaire cette semaine. Donc, cette semaine, on a célébré les 8 ans d'Exo. Il faut quand même se rappeler que c'est tout un défi parce qu'à la base d'Exo, en fait, on a rassemblé quand même 14 réseaux de transport différents pour pouvoir créer finalement Exo. On est en effet une organisation qui est jeune, mais je pense qu'on a quand même déjà démontré une certaine performance au niveau de notre modèle d'affaires aussi qui est unique au Québec. Puis, je fais un petit clin d'œil. Pour nos 8 ans, on a lancé aussi Génération Exo, qui est une plateforme d'inspiration électorale. Je vous invite à aller voir ça en ligne. En fait, on a mis toutes sortes de données à disposition pour inspirer les élus dans le cadre des élections municipales qui s'en viennent à l'automne. Parce que justement, comme vous dites, ça peut être vraiment une bonne idée de donner la chance aux élus de savoir qu'est-ce qui est possible parce que, tu sais, on a tendance à bâtir des choses, après ça, ensuite mettre du transport en commun, mais quand on le sait d'avance, j'imagine que ça peut rendre les choses beaucoup plus efficaces. Madame Gagnon, je rappelle, vous êtes porte-parole chez Exo. Merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle aux gens, le 12 juin, vous pouvez vous inscrire, participer en ligne. Ce sera à 11h30, séance publique à midi. Et vous allez avoir l'occasion de rencontrer Madame Gagnon qui va être présente. Vous pouvez lui parler, poser vos questions ainsi qu'aux membres du conseil d'administration. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Régional.